Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a... Sí, nos acercamos para que nos puedan oír y traducir correctamente desde... Bonjour, nous allons donc nous rapprocher du micro pour l'interprétation. Nous allons donc travailler dans la salle de priorité 4. Nous avons également Maria José. Ce que nous vous proposons, c'est, dans un premier temps, nous allons donc vous présenter la priorité. Nous allons raconter les priorités. Et ce que nous aimerions surtout, c'est de faire en sorte que ce soit le plus dynamique possible, que vous nous fassiez part de vos questions, soucis, tout ce dont vous avez besoin, si vous avez déjà en tête un projet, si vous recherchez des partenaires, etc. Donc, je crois qu'il s'agit surtout d'avoir une idée claire des projets et de ce que nous avons sur la table. Nous allons donc commencer par la présentation, la priorité numéro 4, construire un espace inclusif et socialement intégré. La priorité 4 s'inscrit dans l'objectif numéro 4, une Europe plus sociale, et présente deux objectifs spécifiques. Tout d'abord, l'inclusion socio-économique au travers des actions intégrées et l'égalité d'accès à l'assistance sanitaire. Le budget attribué à la priorité 4 au sein du programme sont 15,8 millions d'euros et le budget de 8,7. C'est toujours FEDER, bien sûr. Quel est l'objectif spécifique numéro 3? Il s'agit de favoriser l'intégration socio-économique des communautés marginalisées, des ménages à faible revenu, des groupes défavorisés, y compris les personnes ayant des besoins particuliers, au moyen de mesures intégrées, notamment en ce qui concerne les services sociaux. Quel type d'actions s'inscrivent au sein de cette priorité? Par exemple, l'accès de la population du territoire transfrontalier, l'intégration des segments vulnérables de la population, l'étude, observatoire et analyse des mouvements migratoires, l'accès à des services et prestations sociales, de loisirs et culturels du territoire en tant que caractéristiques générales. Quels sont les indicateurs de réalisation de cette priorité et que vous devrez choisir? Ce serait le RCO 116, solutions développées conjointement, RCO 83, les stratégies et plans d'action élaborés conjointement, et ainsi que les organisations de coopération transfrontalière, RCO 87. Et en ce qui concerne donc les solutions, indicateurs de résultats, et en dernier lieu, le RCR 84, organisations coopérant au-delà des frontières après l'achèvement du projet. Nous devons donc choisir un indicateur de réalisation et un autre de résultat. En ce qui concerne les objectifs spécifiques, le numéro 5, vous voulez le suivre en français? L'objectif spécifique 5, garantissant l'égalité d'accès aux soins de santé en favorisant la résilience du système de santé, y compris la
les soins de santé primaire, ainsi qu'en favorisant le passage d'une prise en charge. Quel type d'action? Le développement de dispositifs sociaux et sanitaires transfrontaliers, la prévention, éducation pour la santé, l'accessibilité, le vieillissement actif, le développement de stratégies partagées pour des infrastructures sociales et sanitaires, l'échange de bonnes pratiques pour une vie plus saine. En ce qui concerne les indicateurs de réalisation, les solutions réalisées, les stratégies, plans d'action adoptés par les organisations transfrontalières, et en ce qui concerne les indicateurs de résultats, ce que nous avons dit, les solutions adoptées élargies, étendues pour les organisations, stratégies et plans d'action communes adoptés par les organisations et organisations qui coopèrent au-delà des frontières après l'achèvement d'un projet. Nous allons compléter l'information. Il répond à un diagnostic qui a été fait sur le territoire. Et ce diagnostic, il y avait des défis principaux qui avaient été identifiés, qui étaient celui du vieillissement et du dépeuplement de la zone frontalière, notamment sur les espaces les plus ruraux. Et donc, c'est à partir de là, et aussi d'autre part les situations de risques sociaux causées par la précarité de l'emploi, la pauvreté, la violence de genre et les maltraitances sur les enfants qui avaient été identifiées sur la zone également. Et donc, cette priorité qu'on vous présente aujourd'hui, elle a pour but de répondre à ces problématiques. Et c'est pour cette raison-là que nous avons les actions qui sont proposées. Donc après, à vous de monter des typologies de projets. On peut vous répondre après techniquement sur comment le faire. Et toujours dans le but de remplir ces indicateurs de résultats et comment s'appellent les autres les indicateurs de réalisation, puisqu'ils ont changé de nom entre le 14-20 et le 21-27. Voilà, réalisation et résultats. Donc ça c'est bien, c'est ce qui nous permettra, nous, une fois que vos projets seront présentés et s'ils sont approuvés, de faire remonter ces indicateurs auprès de la Commission européenne et de remplir les objectifs du programme POCTEFA dans sa globalité. Donc on vous invite à poser des questions, à moins que si vous souhaitez apporter un point spécifique, nos collègues des territoires POCTEFA sont là pour... No, a ver, no me llega, ¿no? Así. No, en principio, a ver, es lo que todo... En principe, c'est tout ce qui a été mentionné par... vous venez de commencer, tout est dans le programme. Ce que nous cessons de répéter, il est important de bien lire l'objectif spécifique et il ne faut pas en rester à l'intitulé. Et notamment les actions, il faut qu'elles s'inscrivent correctement dans les actions prévues dans le programme. Vous avez probablement pensé que ça se ressemble beaucoup, mais il faut les modifier pour que cela s'inscrive dûment dans le contexte. Et il y en a qui pensent qu'ils ont déjà la partie principale, mais il faut le regarder correctement, même si vous avez des consultants qui vous aident à présenter la demande. Nous vous recommandons également de bien réviser le formulaire de candidature et ce qui est indiqué dans ce formulaire est contacter les services du partenariat, c'est-à-dire les régions françaises, espagnoles, les départements français qui font partie du programme POCTEFA. Et nous avons également l'Andorre, qui est un partenaire, les États espagnols et français qui participent et qui réalisent une instruction technique. Nous cessons de le répéter. La partie des actions, qui est la dernière partie du formulaire, est très importante, mais pour le restant des questions, c'est très important pour le critère 2, si nous n'avons pas un 12,5 sur 25 dans les questions liées à la coopération transfrontalière, le projet ne sera pas évalué et ne sera pas retenu. Il s'agit souvent de bien lire la question, vous pencher sur les critères et bien répondre aux questions, car toutes les questions du formulaire vont avoir un score et vous allez voir sur un tableau, tous les objectifs sont définis avec leur propre score
Le plan d'action est une partie très importante de du score, car oui, effectivement, l'on va contacter une entreprise qui s'occupe de faire les dossiers, qui vont essayer de vous aider pour les dossiers. Mais il faut bien que vous regardiez le formulaire et nous pourrons vous aider à... C'est intéressant car nous pourrons peut-être vous aider à y voir un peu plus clair. Si vous êtes en Catalogne, si vous êtes Pyrénées-Atlantiques, je vois des membres du partenariat. Si vous êtes dans cette région-là, il est beaucoup plus facile d'avoir recours aux organisations respectives. Et le secrétariat, vous pouvez contacter le secrétariat conjoint à travers de courrier électronique pour des questions générales. Pour des questions précises, nous ne pouvons pas vous aider, mais nous pouvons donc vous orienter pour les questions d'ordre général afin de pouvoir monter le dossier et présenter votre candidature. À la page de POCTEFA, membre institutionnel du partenariat, vous avez tous les membres du partenariat avec téléphone et courriel afin que vous puissiez les contacter. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on a 2 microphones. Vous êtes traduit pendant cet échange. Enfin, nous sommes traduits, j'espère que c'est bien le cas. Est-ce que quelqu'un dans la salle souhaiterait poser des questions spécifiques, techniques ou plus portées sur la priorité numéro 4? Bonjour. Alors moi, la question se porte sur l'évaluation. Vous avez parlé du système de points et c'est très bien. Est-ce que je voulais connaître les différentes étapes, c'est-à-dire comment est évalué notre projet, par qui? Est-ce que c'est une personne, on va dire, qui est un expert du champ social? Est-ce que c'est 2 personnes d'un côté et de l'autre de la frontière? Et est-ce qu'il y a plusieurs étapes d'évaluation, c'est-à-dire on passe par une étape d'évaluation approuvée et ensuite il y a une réunion de consensus entre les évaluateurs? Je vais répondre à cette question, Amélie. Donc en fait, les projets sont reçus, centralisés par l'autorité de gestion et ensuite dispatchés aux membres du partenariat du POCTEFA, donc, que nous représentons, département, région, communauté autonome, et les 3 États. Et donc ensuite, effectivement, ce sont les services concernés par ces problématiques. Enfin, voilà, sur le champ social, évidemment, au conseil départemental, on va avoir des services qui seront en capacité d'instruire ces dossiers. Et donc, ce sont ces services que l'on consulte pour évaluer toutes les candidatures, en tout cas qui sont sur notre territoire. Voilà. Et tous les membres du partenariat, espagnols et français, évaluent les projets. Et ensuite, effectivement, cette évaluation globale est mise en commun et fait l'objet est présentée ensuite en comité de programmation. En fait, c'est le service instructeur concerné par le territoire. Si le projet n'a pas une incidence sur la Catalogne n'évalue pas les projets. Alors, s'il y a un impact sur le territoire, des évaluateurs. En español? Oui. También el procedimiento es primero se hace... La procédure est la suivante. Tout d'abord, nous recevons les candidatures. Nous allons mener une démarche administrative. Après cette démarche administrative, il y a une instruction technique réalisée par l'équipe technique et en continuation, les comités de programmation vont réaliser cette évaluation sur la base de certains critères. Il est important de souligner ce que vient de dire Marie-José pour éviter les conflits d'intérêts dans l'évaluation des candidatures.
c'est très difficile de noter des projets de coopération parce que ce sont plusieurs territoires qui sont représentés au sein d'un même projet. Et comme le disait Maria José, en fonction de là où vous impactez sur le territoire, vous serez instruit par les personnes de ce territoire, qui sont membres, qui sont les élus et les personnes responsables, élus démocratiquement, pour pouvoir décider là-dessus. Donc il y a une instruction technique, évidemment, par des services compétents sur le sujet. Et puis après, il y a effectivement toute une partie d'opportunité politique qui fait qu'un projet avance et qu'il est soutenu localement. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, je le dis pour le résultat. Vous pouvez avoir un excellent projet versant français et pas terrible du côté espagnol. Et ça peut plomber un projet. Inversement, ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Donc, il y a parfois de très bons projets qui ont un bon côté, mais peut-être que le partenariat en face ou le partenaire avec qui vous travaillez n'est pas le plus compétent, etc. Donc, il y a aussi cette partie-là. Et je voulais juste vous la mettre en lumière parce que ce sont des aspects qui apparaissent souvent en coopération. C'est vraiment un tout avec plusieurs membres dans un comité qui évalue les candidatures. J'aurais une question. Pardon, excusez-moi. Je suis Bénédicte Daris et je représente l'ADAPI 64. Un partenaire du secteur social qui aurait son siège social situé dans une région non éligible ou un département non éligible, mais dont l'action serait située dans un établissement des Pyrénées-Atlantiques. Est-ce qu'il peut se présenter? Est-ce qu'il est éligible au POCTEFA? Alors, la première chose, c'est que vous pouvez avoir un bénéficiaire qui pourrait être à Paris, à Strasbourg, à Madrid, en Andalousie. Il a le droit de participer à POCTEFA, il pourrait même être en dehors des pays français et espagnols. Ce qui importe, c'est l'endroit où il va développer son projet. Par ailleurs, dans le formulaire de candidature, vous verrez, il y a une espèce d'enregistrement des partenaires. Cet enregistrement des partenaires, d'abord, se fait sur le siège officiel de la structure, et après, on va demander où est le siège réel technique où se déroule le projet. Parce qu'il arrive qu'il y ait des structures, peut-être comme l'ADAPE, ou qu'il y ait une structure qui soit basée sur, je ne sais pas, Bordeaux, mais qui ait une antenne en Pyrénées-Atlantiques, et dans ces cas-là, on va récupérer cette information-là. Dans le cas des projets qui sont complètement en dehors et qui n'ont pas d'antenne locale, ce qui va se passer, c'est que on va dire, par exemple, un partenaire à Paris, on va aller regarder dans quelle zone d'intervention il va cliquer par département et on va répartir le FEDER pour savoir quelles sont les régions qui instruiront ce projet, enfin, quels sont les territoires qui vont instruire ce projet. C'est ce qui va se passer pour que vous voyez. Mais effectivement, je confirme, il est tout à fait possible d'avoir un siège en dehors de la zone POCTEFA. Ce qui est évalué, c'est le bénéfice pour le territoire POCTEFA. Et il mériterait d'être exclusif sur le territoire POCTEFA. Hola. Yo tenía dos preguntas, creo que bastante concretas sobre la... J'ai deux questions sur l'égalité d'accès aux soins de santé. Je crois que Maria José l'a abordé. Je voudrais une précision à ce sujet. Vous évoquez dans l'intitulé seulement l'accès aux soins de santé, donc après vous évoquez des dispositifs sociaux. Et du moins en Espagne, je crois qu'en lisant le texte, dans beaucoup des compétences, ce sont des compétences du système social et non pas du sanitaire. Donc, je voudrais savoir si un projet de type social qui a trait à l'obéissement, le soin à domicile, et non pas spécifiquement sanitaire, mais qui pourrait avoir ce type d'intervention. Une deuxième question qui a trait à RC 104, je ne sais pas si j'ai bien compris, en le rejoignant avec des projets de continuité, s'ils sont pénalisés ou non. J'entends qu'un projet de continuité pourrait vraiment être considéré comme des solutions par rapport et si ce type d'approche est correcte.
Par rapport aux typologies d'action, vous voyez dans le cadre de l'objectif spécifique 5 s'inscrivent donc les aspects plus sociaux tels que vous venez de le mentionner. Donc, ce serait l'objectif spécifique 5 qui pourrait donc s'adapter à un projet de ce type de caractéristiques, le vieillissement actif, tout ce qui a trait à la silver economy. Et par rapport à l'indicateur de résultat RCR 104, malgré le fait qu'il s'agit d'un projet de continuité, c'est possible, mais il faut l'indiquer dans le formulaire. Ceci nous permet de poursuivre les acquis sont existantes, les solutions existantes, mais il faut apporter de nouvelles solutions et il faudrait identifier combien de ces solutions vont être apportées à cet indicateur. Et c'est ce que nous allons évaluer de manière globale lorsque nous allons présenter nos indicateurs à la Commission. Bonjour, je m'appelle Laura d'Acción contra el Hambre. Nous sommes une fondation qui, à l'échelle nationale, nous travaillons dans le domaine de l'insertion sociale pour des groupes vulnérables et ceux qu'on finance avec des fonds sociaux européens. Moi, je suis en Catalogne, je suis venue avec un délégué de la Navarre et ma question est la suivante. En tant qu'une seule entité, mais qui se développe sur des territoires différents, c'est viable du point de vue de la mise en marche du restant de partenaires, par exemple. Est-ce que je me suis fait Est-ce que j'ai été assez claire? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris votre question. Vous voulez savoir effectivement si la même entité peut être en Catalogne et en Navarre, si nous pouvons proposer des actions dans le territoire de la Catalogne et dans le territoire de la Navarre, dans le cadre d'un projet. Oui, à condition que, oui, en Catalogne, il y a une partie qui se trouve en dehors. Tarragone n'est pas ne pourrait pas être objet de ça, mais dans le territoire de Barcelone, si vous avez une antenne, je ne sais pas si en Catalogne ou en Navarre, vous pourriez participer sans problème. Vous êtes un partenaire et vous allez rechercher la partie française équivalente et vous pourriez peut-être trouver un partenaire basque d'Aragon et que vous pourriez élargir à tout le territoire des Pyrénées. Ça pourrait être Navarre, Catalogne et Pyrénées-Orientales, par exemple. Et il n'y a pas de problème. Oui, par rapport à l'évaluation que vous avez mentionnée, si l'intervention est sur le territoire de la Catalogne, effectivement, il faudrait prendre en compte les services de la Navarre, de la Catalogne, les Français. Et ce qui est évalué sont toujours les deux États, car aussi bien l'Espagne que la France, étant donné qu'il y a des régions, des départements en France et en Espagne, des communautés autonomes, ils vont noter et évaluer tous les projets. Ce sont les régions, les départements qui évaluent une partie de le secrétariat conjoint également évalue les projets, mais nous, ce qui nous a été attribué. Nous connaissons le territoire. Je ne peux pas faire une évaluation de ce qui se passe au Pays Basque, Euskadi, car je n'ai pas les compétences et les connaissances pour savoir si ce territoire a la capacité de développer ce type de projet. C'est pour cela que nous avons recours aux évaluateurs instructeurs de chaque territoire. Et il y a une partie qui est donc évaluée par les membres du partenariat, qui est toute la partie de coopération territoriale, car nous sommes plus à même de comprendre ce service, c'est-à-dire qu'un service qui peut suivre des aspects sociaux peut le faire en Catalogne, mais n'a peut-être pas les connaissances de la zone transfrontalière. Comme vient de le préciser Maria José, il y a une partie qui est l'instruction technique faite
par la communauté. Je m'appelle Sonia Espuru de la Navarre. Ahmed, j'ai deux questions assez pratiques. Vous avez mentionné le fait que le plan d'action était faiblement noté. Quels sont les éléments à prendre en compte pour évaluer les projets? Il s'agit-il d'évaluer les stratégies, de l'impact, des résultats attendus et non pas concrets, bien sûr. Et ma deuxième question relative au budget de cet axe, vous avez évoqué le chiffre de 8,7 millions, mais j'entends que, étant donné qu'il s'agit d'un premier appel à projet, s'il n'y a pas d'autres max, nous n'allons pas passer d'un axe à l'autre. Il n'y a pas beaucoup de monde ici, mais il y en a plus en ligne. Nous allons devoir vraiment nous marcher les pieds les uns sur les autres. Je réponds à la dernière question. Vous allez devoir vous bagarrer un petit peu plus car nous recevons plus de candidatures de ce que nous pouvons donc retenir en fait. Ce que nous pouvons vous dire et vous assurer, c'est qu'au TEFA, en moyenne, l'on approuve la moitié des projets présentés. Ça peut varier. Sud-Ouest, c'est plus 10%, et alors qu'ici, c'est 50% de possibilités. Mais certaines priorités ont plus de pression et cela dépend également de la question budgétaire. Cette priorité n'est pas s'inscrit dans un projet plus global où il y a d'autres priorités. Et bien sûr, quand il n'y a pas beaucoup de budget, il peut y avoir un peu plus de pression, mais ce n'est pas toujours le cas. Et vous n'êtes pas si nombreux si nous comparons aux autres ateliers. Et donc, il est difficile de voir quel va être le niveau de concurrence par rapport au budget qui n'est pas un axe à l'autre. Lors de ce premier appel, c'est comme ça. Je présume que une fois que nous maintenant, à ce stade, nous ne pouvons pas voir s'il va y avoir un transfert vers un autre pilier. Par rapport aux critères, ce matin, je ne me souviens pas qu'il a mentionné, Pilar, je crois, a montré quels étaient les critères d'évaluation. Demain, vous aurez ces critères en ligne, vous pourrez les analyser, vous pourrez nous poser des questions. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir voir comment nous allons pouvoir apprécier ces candidatures. Quizás les critères évidemment de la coopération transfrontalière dont il a été souligné ce matin l'importance et qui a été renforcée sur ce nouveau programme. Donc la plus-value de la coopération avec vos partenaires. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire tout seul juste en Navarre, mais vous avez besoin de cette coopération pour faire votre projet. Le plan d'action, il fait partie aussi des critères d'évaluation, donc la qualité du plan d'action, sa cohérence, la relation entre ce que vous avez prévu de faire, les indicateurs, voilà, tout ça va être aussi évalué. De même que l'impact sur le territoire de votre projet. Voilà, c'est tout un ensemble de critères qui seront évalués. Vous allez les retrouver en détail demain. Et puis, moi, je vous invite à essayer aussi dans la rédaction du projet de faire assez simple, assez direct et concis. On ne demande pas de faire une grande prose, parce que ça peut aussi nuire ça peut aussi apporter de la confusion et une mauvaise compréhension du dossier. Donc voilà, il faut expliquer les choses assez clairement et simplement, et de manière à avoir le dossier le plus qualitatif possible, et puis se démarquer dans le lot des projets qui vont arriver le 9 mai. Sí, sobre el tema del presupuesto, yo quería hacer también un comentario que, bueno, como hemos explicado muy brevemente, el área funcional de montaña. J'avais un commentaire. Nous avons expliqué, par exemple, la montagne, par exemple, dans les zones de montagne. Nous l'avons affiché sur le site web de Catalogne. Il y a eu une manifestation d'intérêt l'an dernier. Nous avons lancé le domaine fonctionnel de montagne dans la zone et la documentation qui se trouve sur le site web. Il y a des typologies d'actions
Et en ayant en compte le type de projet présenté, même si vous n'avez pas présenté une manifestation d'intérêt, si vous constatez que les actions vous intéressent, vous pouvez donc contacter avec des interlocuteurs locaux. Et si nous recevons des retours de acteurs dans des institutions qui s'intéressent à cette stratégie, nous pourrions les prendre en compte et nous pourrions également voir ce que vous pouvez faire ou vous voulez faire si cela correspond à l'appel à projet ne va pas être publié maintenant. Bonjour, Florent Marty, département des Pyrénées-Orientales. C'est plutôt un complément à ce qui a été dit par mes collègues. Sur la diapo qui est à l'écran, il y a vraiment, on voit les chiffres. Il va y avoir 2 appels à projets avec des moyens importants dédiés aux 2 appels à projets. C'est important dans la réflexion que vous devez avoir dans l'élaboration de vos projets. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres programmes ou à d'autres périodes, il n'y a pas un appel à projet avec beaucoup de crédits et un second avec des reliquats, peu de crédits. D'où être présent dès le premier, même si on n'est pas prêt. Là, on va avoir 2 appels à projet avec des moyennes sur les 2. Donc c'est important de se donner le temps dans l'élaboration du projet et pas forcément non plus y aller coûte que coûte au premier si vous estimez que vous n'êtes pas prêt. Parce que ça peut être rédhibitoire et voire pénalisant d'y aller trop vite. Il y a 2 appels à projet avec des moyennes sur les 2. Et dans la préparation des projets, ce n'est pas la même chose que si vous avez 80% des crédits, parce que c'est valable pour tous les axes, dès le premier appel à projet. Vous avez le temps d'avoir une vraie réflexion dans votre projet et dans le montage de vos partenariats. Donc c'est important à prendre en considération dans vos échanges. Quiero completar lo que están comentando. Je voudrais compléter ce qui vient d'être mentionné. Très bientôt, nous allons publier un calendrier provisoire des prochains appels à projets. Ne l'oubliez pas, car ceci est important lorsque l'on doit préparer les dossiers et de façon consciente. Il faut que ce soit un projet dûment ficelé et solide. Me vais a disculpar la segunda, pero me toca de varias entidades a mí centralizar. Je représente plusieurs entités. La A3, c'est donc l'entité socio-économique. J'entends que c'est socio-communautaire. Par rapport à la partie socio-économique, quelle est la différence entre la priorité 3 d'emploi? Il n'y a pas d'inclusion socio-économique sans ressources sociaux et sans ressources pour la création d'emplois. Bon, c'est vraiment assez compliqué, effectivement. Ici, dans cet objectif vise plus particulièrement les communautés marginalisées, hautement vulnérables, défavorisées, et il s'agit d'encourager l'inclusion. Et peut-être dans la priorité 3, il s'agit plutôt d'une orientation vers la formation pour une meilleure inclusion de ces groupes, de ces exclus, afin de pouvoir les intégrer. Ce sont des petites nuances. Oui, je suis d'accord. Pour être un peu plus pointu, un projet qui inclut une intermédiation sociale et du travail s'inscrirait plus ici ou non? En fait, je vous encourage à regarder les indicateurs. Il faut vous pencher sur les indicateurs, c'est-à-dire voir quels sont les indicateurs qui correspondent. Car, en fin de compte, il faut garantir toute une série d'indicateurs. Il peut y avoir des zones grises, il y a des projets qui peuvent s'inscrire à 25% ici, 75% là-bas. Donc, ce n'est pas toujours évident. Et si l'on n'est pas sûr, il faut nous pencher sur l'indicateur qui s'adapte le mieux à notre projet. Je veux juste compléter pour Eduardo.
On n'est pas très loin géographiquement, on se connaît. Donc non, mais c'est aussi dire que ce type de questions très fines, très précises, il faut peut-être les traiter dans des rendez-vous où on peut se rencontrer, et à partir déjà d'une proposition de plan d'action que vous avez en tête, et nous on pourra davantage vous orienter au bon endroit où présenter le projet. Oui, alors je voulais rajouter quelque chose qui est exactement dans ce sens-là, c'est-à-dire que je suis à la mission Europe du département de la Haute-Garonne, mais avec les partenaires de la région Occitanie, on va organiser des pitch projets pour que les porteurs de projets puissent nous présenter leurs projets et qu'on en discute avec eux. Donc, mais de toute façon, vous pouvez nous contacter pour toutes les questions. Vous pouvez contacter tous les membres du partenariat. Et les missions Europe sont là pour vous accompagner. Voilà. Je crois que nous avons un groupe où on a pas mal de membres du partenariat du POCTEFA, manifestement. Il y a une question là-bas au fond, s'il est possible de passer le micro derrière. Alors, ce serait juste pour confirmer le calendrier, pour pouvoir se projeter. Donc, un dépôt le 9 mai, on a 6 mois... environ 6 mois, on a la réponse. Donc le début de projet, il faut l'envisager en janvier 2024 ou plutôt en deuxième moitié de 2024. Alors, ça dépend de votre capacité. Il y a des projets qui peuvent être déjà commencés. Alors, certains avancent et n'ont pas nécessairement besoin ou peuvent se permettre d'avancer ou ont déjà une partie qui ont la possibilité de financer. Donc, il est tout à fait possible d'avoir des projets déjà commencés. Le commencer tardivement sera certainement un paramètre assez rédhibitoire. Donc, moi, je ne conseille pas d'avoir des choses qui commencent trop tardivement. Sans avoir d'orientation, je pense que au-delà si vous avez une décision 6 mois après le 9 mai, donc ça nous amène à octobre, novembre, enfin par là, il y aura une marge effectivement avant d'avoir les points signés, parce qu'il peut y avoir des légères modifications à la programmation des opérations, à son approbation. Donc il y aura une résolution provisoire qui passera définitive et la signature d'une convention, mais il faut commencer rapidement un projet. Un projet, il devrait commencer dans les 3 mois après le début. Alors il peut y avoir des cas très particuliers, mais il ne faut pas tarder, il faut commencer assez vite, il faut remonter des dépenses très rapidement. Sí, también decir y añadir en este sentido que... Je voudrais ajouter à ce qui vient d'être dit qu'il est important d'évaluer la capacité financière des entités qui vont participer à ces projets. Car nous sommes dans des cas de figure ou des projets de 14, 15 entités qui ne possèdent pas une structure assez solide ou un muscle financier pourrait se heurter à des difficultés économiques majeures si ils n'organisent pas leur projet, car ils sont face à des circonstances et ils retardent les paiements. Donc, il est très important de prendre en compte ce muscle financier quand il s'agit de promouvoir un projet et de participer à un projet de coopération dans le cadre de cette priorité. Projet tardivement, enfin assez tardivement par rapport à la date prévue de début, d'approbation, de l'expliciter très clairement dans votre candidature pour pouvoir déjà lever le doute de pourquoi ce projet commence si tard. Parce que ça sera certainement quelque chose qui pourrait appeler à questionnement. Si no pregunta nadie más. Moi, s'il n'y a pas d'autres questions, j'ai 2 éléments. Par exemple, dans le domaine de la diffusion, du transfert, je ne sais pas si c'est intéressant que ce transfert, à la fin, puisse sortir de la zone des Pyrénées et s'étendre à d'autres territoires. Et une autre question, mais plutôt pour Émilie, est-ce que les fonds Next Generation, un cofinancement
qui n'est pas compatible, sont incompatibles, n'est-ce pas? Tout d'abord, il est très important de voir l'impact des résultats sur le territoire. Si après il y a un transfert extérieur, cela veut dire sans doute que le projet a rencontré un succès majeur. Par rapport à d'autres types de financement, nous l'avons déjà dit précédemment, il faut éviter le double financement au travers d'autres fonds. Donc, ceci doit être retenu lorsqu'il s'agit de présenter une candidature. C'est l'inconvénient d'avoir des membres du partenariat dans la salle. Réaction, mais sous couvert des collègues du secrétariat, pour des actions de valorisation de vos actions à l'extérieur du territoire éligible. Par contre, ces dépenses-là de déplacement, etc., j'ai un doute sur l'éligibilité. C'est pourtant très simple. Nous avons un forfait désormais. C'est-à-dire que donc il y a des voyages. Par contre, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, dans la période actuelle, si vous partiez au Japon, pour dire quelque chose, hein, vendre du projet, le bénéfice, si vous vendez les résultats du projet POCTEFA sur le territoire, ça peut être considéré comme valide, et donc vous pouvez développer vos actions en disant, bah, nous, on va, je sais pas, au Canada, au Mexique, au Japon, pour effectivement transférer notre connaissance de notre zone transfrontalière en dehors. Donc ça c'est faisable, puisque là, dans ces cas-là, on garantit que le bénéfice est pour la zone. Concernant la dépense à proprement parler, qui est un petit peu différente, comme désormais les dépenses de voyage sont liées à un pourcentage et qu'il n'y a plus de justification des dépenses, c'est-à-dire que vous passez une dépense de personnel, vous avez 6%, à vous de voir si ça vous convient. Néanmoins, moi, dans le cas où vous avez prévu ce genre d'action, il conviendrait quand même de l'expliquer très clairement dans la candidature parce que ça pourrait poser des problèmes d'éligibilité quand même de manière globale et que c'est quelque chose qui intéresse parce que des fois, autant des fois on dit oui, alors c'est quoi le bénéfice réel pour le territoire transfrontalier de partir à l'autre bout de la planète. Donc ça vraiment, ça doit être bien expliqué dès le départ dans la candidature pour que le comité et les services instructeurs puissent statuer sur cet aspect-là. De hecho, cuando ha habido un viaje fuera del territorio elegible, por lo menos en l'anterior. Lorsqu'il y a eu un voyage, du moins lors du précédent programme, il fallait demander l'approbation de ce frais à l'autorité de gestion et il fallait considérer si c'était pertinent. Mais je tiens à préciser le fait que tous les déplacements prévus, une fois que vous allez remplir le formulaire de candidature, il faut absolument détailler toutes les actions que vous avez prévues. Cela représente un pourcentage, mais cependant, si le projet est programmé dans chacun des rapports semestriels, il faudra renseigner les voyages prévus. Tout cela, il faut le prendre en compte, aussi bien pour le planifier dans la candidature, mais également par après le justifier une fois que vous ayez déclaré les frais dans le rapport semestriel qui sera demandé. Pour passer dans une partie qualitative, le déplacement et les réunions que vous faites sont la garantie qui existe de la coopération sur votre projet, c'est ce qu'il faudra justifier. Évidemment, si c'est un déplacement qui est en dehors de la zone POCTEFA, il faudra bien justifier, dire qu'il était dans la candidature prévue, et du coup d'en expliquer toujours les bénéfices pour le territoire. Du coup, moi je pose une question. Du coup, les rapports semestriels, ils seront équivalents à une remontée de dépenses ou c'est un petit peu plus léger? Bonne question. Effectivement, c'est un petit peu ambigu ce matin et tu fais bien de poser cette question parce qu'elle m'a été posée plusieurs fois et à plusieurs de mes collègues à la pause déjeuner. Donc on va rectifier le tir. Ces rapports semestriels,
c'est un reporting, c'est-à-dire qu'on va demander au chef de file des opérations de nous faire la remontée des avances, des indicateurs physiques de réalisation. Si au moment où le chef de file, tous les 6 mois, donc, enfin pas tous les 6 mois à partir du début du projet, donc si vous dites mon projet commence en janvier 2024, si en juin je devrais faire un rapport pour dire ben voilà le projet avance de cette manière-là, on a déjà fait ceci, cela ou on n'a pas encore fait. Si à ce moment-là il existe des dépenses validées par le contrôleur, il pourra en faire solliciter la demande. Mais il n'y aura pas une obligation puisque aujourd'hui, on n'a pas encore le système de remontée de dépenses mis en place. Donc là-dessus, il n'y aura pas de reporting obligatoire financier. Par contre, à profiter à un moment donné de si effectivement il y a un reporting physique de l'opération, s'il y a des dépenses à traiter à ce moment-là, autant en profiter pour en faire la demande. Je peux cependant vous avancer que ce qui est un petit peu dans les préparatifs serait de demander à minima une remontée de dépenses par an et si possible à année échue, c'est-à-dire parce que c'est toujours beaucoup plus facile de déclarer vos dépenses une fois que l'année comptable est terminée que de le faire en cours de route. Donc là-dessus, je pense que vu le nombre de questions qu'il y a eu sur ce point, on va le préciser parce qu'effectivement, on a peut-être généré un peu de confusion sur cet aspect-là. Bueno, yo solo quería hacer un comentario en general. J'ai un commentaire d'ordre général. Ceci a déjà été mentionné ce matin de la part du ministère espagnol. Si je ne me trompe pas, il faut rechercher les partenaires nécessaires. Ça veut dire que le fait d'avoir un plus grand nombre de partenaires, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir que le projet est meilleur. Il faut rechercher des acteurs qui soient intéressants, des acteurs du territoire en matière de santé, des administrations publiques, et pour que ce projet puisse se réaliser au sein de la région. S'il s'agit d'un projet qui devra mettre en œuvre des politiques publiques pour que le projet ait une continuité, il faut que ces administrations publiques s'engagent à participer sur toute la durée du projet. Car souvent, quand sont membres, il peut y avoir des problèmes, car il est difficile de faire en sorte qu'ils participent. Il existe la figure, le rôle de l'associé, et à ce moment-là, l'on fait en sorte que ces institutions publiques participent au projet, qu'elles puissent valider et effectuer une validation des actions qui se réalisent et probablement, et s'ils ne participent pas au niveau économique, ils pourraient donc réaliser ces actions au territoire, dans un certain territoire. C'est une valeur ajoutée. Je souscris complètement à ce que dit Maria José. Et c'est totalement du partenariat pour accompagner les acteurs de nos territoires, mais aussi pour éventuellement conseiller des partenaires espagnols qui chercheraient sur notre zone un partenaire compétent dans tel ou tel domaine. Et comme en particulier on parle du domaine social et que c'est une des compétences principales du conseil départemental, voilà, donc on vous invite éventuellement à nous contacter pour avoir des conseils là-dessus, surtout que voilà, on est dans des asymétries de compétences. Je vois l'importance du troisième secteur, notamment en Euskadi, voilà, que c'est peut-être pas tout à fait la même chose chez nous. Donc voilà, c'est important de peut-être venir nous voir pour ou bien valider ou bien chercher un partenaire compétent dans ces thématiques-là. C'est un point important, hein, celui-ci, surtout si dans vos partenariats, vous ne connaissez pas bien l'autre côté et que vous ne savez pas comment sont réparties les compétences dans le pays d'en face. Effectivement, elles sont en plus sur ces thématiques-là, elles sont réellement différentes et pas gérées de la même façon entre la France et l'Espagne. Après, sur l'Andorre, je ne sais pas bien comment ça se passe sur ce côté-là, mais c'est ce à quoi servent les relais territoriaux et les collègues, les 5 départements français, les régions, les communautés autonomes espagnoles. Donc vraiment, prenez la tâche. Ils sont d'ailleurs plus compétents que nous là-dessus, sur ces domaines-là, que nous-mêmes au secrétariat conjoint, sur ces aspects-là. Sí, principalmente porque a nosotros a veces también nos cuesta saber. Oui, parce que parfois il est extrêmement difficile de voir quel est l'acteur compétent. C'est un des critères qui apporte des points lors de l'appel à projets dans le passé, des projets très bons et ils n'ont pas pu être
retenus en premier appel, au deuxième, et ont été retenus en troisième appel à projet après avoir parlé avec les Français pour voir quels étaient les acteurs importants. Et ils sont face à la même situation également en France. S'il n'y a pas d'autres questions, il nous reste 10 minutes, mais nous pouvons donc clore cet atelier. Merci encore. Et tous ceux qui vont présenter des dossiers, des candidatures, bonne chance et contactez vos territoires. Merci.